Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur la respiration. L'appareil respiratoire est constitué de différents organes qui font partie de la zone de conduction. Ces organes s'étendent du nez jusqu'aux bronches, donc les fosses nasales, le pharynx, le larynx, la trachée, jusqu'aux grosses bronches qui arrivent au niveau des poumons. Ces organes donc, de la zone de conduction sont chargés de purifier, c'est-à-dire enlever les poussières, les microbes, de l'air, de l'humidifier, et surtout de le réchauffer, cet air inspiré. Et ça, c'est très important, notamment l'hiver, quand on inspire de l'air froid. C'est aussi souvent pour ça que l'on attrape un rhume, parce que c'est principalement le nez et le pharynx qui sont exposés à la fraîcheur de l'air extérieur. On trouve également les organes plus profonds, donc à l'intérieur des poumons. Ces organes font partie de la zone respiratoire où ont lieu les échanges gazeux avec le sang. Si on regarde à l'intérieur d'un poumon, donc les grosses bronches se divisent en deux, une dans chaque poumon, et ces bronches deviennent de plus en plus petites. On part de bronchioles terminales, bronchioles respiratoires, et tout au bout des bronchioles respiratoires, on va trouver des saccules alvéolaires qui font comme des petites grappes de raisin. Chaque grain de raisin est une alvéole. Les alvéoles sont en lien avec le conduit alvéolaire, donc l'air arrive finalement jusque dans toutes les conduits alvéolaires des poumons et va remplir les alvéoles, et c'est dans ces alvéoles pulmonaires que vont avoir lieu les échanges respiratoires. Alors quand on étudie la physiologie de la respiration, on étudie en fait 4 phénomènes simultanés. D'abord la ventilation pulmonaire, donc c'est inspiration, expiration, donc qui fait rentrer l'air inspiré chargé en dioxygène et ressortir l'air expiré donc plus chargé, qui contient plus de CO2. On appelle respiration externe les échanges entre les alvéoles pulmonaires et les capillaires pulmonaires. Ensuite, le transport des gaz respiratoires implique l'appareil cardiovasculaire. Et enfin, au niveau de chaque cellule de l'organisme, la respiration interne a lieu entre les capillaires tissulaires et les cellules pour leur donner donc le dioxygène et récupérer le CO2. Commençons par détailler la ventilation pulmonaire. Pour expliquer la ventilation pulmonaire, il faut d'abord bien se rappeler que les poumons ne sont pas des muscles, ils ne sont pas capables de se contracter. Par contre, ils adhèrent fortement à la cage thoracique constituée des côtes et des muscles intercostaux entre les côtes, donc intercostaux, grâce à la plèvre. La plèvre, c'est une séreuse, c'est-à-dire une membrane à double paroi, un côté collé au poumon qu'on appelle le feuillet viscéral et un côté collé à la cage thoracique qu'on appelle le feuillet pariétal. Ce qui fait que en fait, les poumons sont solidaires des mouvements de la cage thoracique c'est ces mouvements de la cage thoracique qui sont à l'origine des mouvements respiratoires. L'inspiration, c'est un phénomène actif. Il est lié à la contraction des muscles respiratoires que sont le diaphragme et les muscles intercostaux. Je dis peut-être juste un mot sur le diaphragme. Le diaphragme, c'est ce muscle en forme de coupole qui délimite la cage thoracique dans laquelle il y a les poumons de la cavité abdominale qui se situe dessous. Donc ce muscle, lorsqu'il est relâché, il remonte dans la cage thoracique. Lorsqu'il est contracté, il s'abaisse et du coup la cage thoracique est plus grande. Donc je disais que l'inspiration est un phénomène actif par contraction donc, des muscles respiratoires, diaphragme et muscles intercostaux, il y a entrée de dioxygène dans les poumons. Inversement, l'expiration est un phénomène passif, c'est un simple relâchement des muscles de tout à l'heure, des muscles respiratoires qui va expulser le CO2 au niveau des poumons. Donc on voit sur cette image que lors de l'inspiration, les muscles intercostaux, donc entre chaque
paire de côtes, les muscles intercostaux en se contractant élargissent la cage thoracique. Si vous faites ce mouvement de respiration, la cage thoracique, elle se gonfle, elle grandit, elle s'élargit grâce à la contraction des muscles intercostaux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le diaphragme, lui, en se contractant, s'abaisse. Ce qui fait que le volume de la cage thoracique grandit. Donc si on reprend la logique des étapes, la contraction du diaphragme et des muscles intercostaux provoque une augmentation du volume de la cage thoracique. Comme les poumons sont solidaires de la cage thoracique grâce à la plèvre, lorsque la cage thoracique augmente de volume, les poumons sont étirés, ce qui crée un appel d'air et l'air riche en dioxygène rentre dans les poumons jusqu'aux alvéoles. Lors de l'expiration, c'est l'inverse, donc les muscles intercostaux se relâchent, la cage thoracique diminue de volume, descend, se rabaisse grâce au relâchement des muscles intercostaux, et le diaphragme, lui, lorsqu'il se relâche, il remonte, comme on le voit sur cette image, ce qui fait que l'expiration, donc est du relâchement du diaphragme et des muscles intercostaux, provoque une diminution du volume de la cage thoracique qui entraîne une diminution du volume des poumons et l'air riche en CO2 est chassé des poumons. Il est possible de mesurer la fréquence respiratoire, c'est-à-dire le nombre de cycles respiratoires par unité de temps. Un cycle respiratoire est composé d'une inspiration et d'une expiration que l'on peut mesurer à l'aide d'un spiromètre qui mesure donc les volumes échangés, inspirés, expirés lors d'un cycle ventilatoire normal ou lors d'un cycle forcé dans lequel on met en jeu, en plus des muscles respiratoires classiques, les muscles abdominaux. Et on détermine ainsi différents volumes qui permettent de mettre en évidence notamment des pathologies respiratoires, comme l'asthme par exemple. Étudions maintenant les phénomènes dits de respiration externe et de respiration interne. La respiration externe a lieu donc au niveau des poumons. Il s'agit d'un échange entre les alvéoles pulmonaires et les capillaires pulmonaires. Le dioxygène diffuse de l'air contenu dans les alvéoles vers le sang contenu dans les capillaires pulmonaires et inversement, le CO2, qui est un déchet des cellules, diffuse du sang contenu dans les capillaires vers l'air contenu dans les alvéoles et il va être expiré. Il se produit un peu le même genre de phénomène au niveau interne, c'est-à-dire au niveau de toutes nos cellules. Ici, c'est un échange entre le sang contenu dans les capillaires tissulaires et nos cellules. Le dioxygène diffuse des capillaires tissulaires vers les cellules qui s'en servent pour faire de la respiration cellulaire, fabriquer de l'énergie dont elles ont besoin, et les cellules rejettent du CO2. Ce CO2 diffuse à son tour des cellules vers les capillaires tissulaires, donc ils récupèrent ce déchet. L'appareil cardiovasculaire le ramène jusqu'au poumon où il est expiré, comme on l'a expliqué tout à l'heure pour la respiration externe. Comment ces échanges respiratoires, c'est-à-dire ces mouvements de dioxygène O2 et de dioxyde de carbone CO2, sont-ils possibles ? Eh bien, les échanges gazeux sont favorisés par une grande surface alvéolaire. On estime qu'il y a 300 millions d'alvéoles dans chaque poumon, ce qui fait à peu près 70 mètres carrés si on aplatisse et tout, ce qui est énorme. Il y a également une faible épaisseur des membranes alvéolaires et capillaires à traverser par ces gaz. Et dernier point, les capillaires sont des vaisseaux très étroits dans lesquels les globules rouges circulent à la file indienne, très lentement. Et grâce à ces trois conditions, ces trois caractéristiques des alvéoles notamment, du tissu pulmonaire, eh bien les échanges sont très très rapides, durent quelques millisecondes. C'est quasiment instantané. Alors tout le monde sait que le dioxygène, lorsqu'il passe des alvéoles vers le sang, il est pris en charge par une molécule, une protéine qu'on appelle l'hémoglobine. L'hémoglobine est une protéine tétramérique, elle est constituée de 4 sous-unités de globine. Chaque globine comprend une chaîne d'acides aminés,
Alors il y a des chaînes alpha, des chaînes bêta, et un noyau M, d'où le mot de hémoglobine. Chaque noyau M porte un atome de fer, et c'est cet atome de fer qui est capable de fixer le dioxygène. L'hémoglobine étant une protéine tétramérique, chacune de ses sous-unités a un noyau M et chacune de ces sous-unités peut donc fixer un dioxygène, d'où l'efficacité du transport. On parle de saturation de l'hémoglobine lorsque l'on étudie le nombre de dioxygènes fixés sur l'hémoglobine. Remarquez au passage, l'abréviation de hémoglobine, c'est pas Hg, puisque Hg c'est déjà pris, c'est le mercure dans le tableau périodique des éléments. Donc on abrège hémoglobine par Hb. On appelle désoxyhémoglobine, ou Hb tout court, la molécule d'hémoglobine qui n'a pas du tout de dioxygène. Et comme vous pouvez le constater, chaque sous-unité fixe un dioxygène et au maximum, l'oxyhémoglobine comprend 4 molécules de dioxygène fixées et quand il y en a 4, on dit qu'elle est saturée. Si on étudie la courbe de saturation de l'hémoglobine, c'est-à-dire le pourcentage de saturation, le pourcentage d'hémoglobine qui a fixé 4 dioxygènes, en fonction de la pression en dioxygène, c'est-à-dire pour un gaz, on ne parle pas de concentration mais de pression en gaz, mais ce serait l'équivalent d'une concentration, on s'aperçoit que pour des pressions en dioxygène telles qu'elle est dans l'alvéole, c'est-à-dire une forte pression en dioxygène, dans l'alvéole il y a beaucoup de dioxygène, eh bien on s'aperçoit que l'hémoglobine est saturée à 98%, c'est-à-dire que 98% des molécules d'hémoglobine contenues dans les capillaires alvéolaires portent 4 dioxygènes, ce qui est formidable, hein. Ça veut dire que l'hémoglobine vraiment absorbe beaucoup de dioxygène en très peu de temps, comme on l'a dit tout à l'heure. Et si on regarde maintenant la pression en dioxygène au niveau des tissus, c'est-à-dire lorsque l'hémoglobine arrive au niveau de nos tissus, de nos cellules, eh bien, il y a moins de dioxygène et à ce moment-là, on s'aperçoit que l'hémoglobine n'est saturée qu'à 65%, c'est-à-dire qu'il y a à ce moment-là 33% de l'hémoglobine qui va 33% des molécules d'hémoglobine qui vont libérer un dioxygène et se retrouver finalement qu'avec 2 ou 3 dioxygènes fixés. Donc c'est quand même grâce à cette courbe qu'on peut mesurer finalement la quantité de dioxygène libérée. On s'aperçoit que l'hémoglobine est quand même une molécule très efficace qui porte quand même beaucoup de dioxygène. Un petit mot pour terminer avec le transport du CO2, donc le déchet émis par les cellules, capté donc par les capillaires tissulaires. Ce CO2 va être transporté dans le sang, soit sous la forme d'ions hydrogénocarbonate, dissous dans le plasma ou dans le cytoplasme des globules rouges, 70% sous cette forme. Le dioxyde de carbone peut également se fixer sur des protéines, soit des protéines dissoutes dans le plasma, soit même l'hémoglobine. L'hémoglobine est capable de fixer du dioxyde de carbone, mais pas au même endroit que l'oxygène. On appelle carboxyhémoglobine, cette hémoglobine qui a fixé du CO2. C'est tout à fait physiologique et normal, à ne pas confondre avec la carbhémoglobine, qui est l'hémoglobine ayant fixé du CO, monoxyde de carbone, qui là est un gaz toxique. Carbhémoglobine, voilà. Donc 20 à 25% du CO2 se fixe sur des protéines et enfin seulement 5 à 10% sous forme de CO2 dissous tout simplement. Et lorsque ce CO2 arrive au niveau des poumons, eh bien, le processus inverse a lieu. La réaction ici se fait dans l'autre sens et le CO2 est expulsé au niveau des alvéoles pulmonaires. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à regarder mes autres petites vidéos. À bientôt!